En regardant The Years Fly By, ma fille, je n'ai pas le temps d'atteindre tous mes objectifs. C'était une réunion de famille typique dans la cuisine, où l'on sirotait un café, tandis que la fille et la mère discutaient de tout et de rien à la fois. Dans ces moments-là, la conversation peut vraiment porter sur n'importe quoi, le vieux voisin qui a déjà 75 ans et 5 chats dans son appartement, la façon dont les jeunes sont devenus gâtés de nos jours et comment ce n'était pas comme ça à leur époque, et bien d'autres sujets encore. Mais tôt ou tard, toute conversation de ce genre finit par évoquer le temps qui passe, et cette conversation n'a pas fait exception à la règle. La mère demande à sa fille de 30 ans, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle s'appelle Eulalia. C'est une jeune femme mince mais ronde, aux cheveux et aux traits foncés, au visage parfait et aux yeux verts perpétuellement pétillants et pleins de joie de vivre. La retraitée fit un signe de la main et regarda Eulalia, se rappelant immédiatement combien elle était belle et attirante dans sa jeunesse. Elle se dit que si elle retrouvait aujourd'hui sa vieille photo et la mettait devant sa fille, celle-ci se demanderait, quand a-t-elle pris une photo avec des vêtements aussi démodés, lui ressemblait-elle vraiment ? Maman, tant par son apparence que par son caractère. Aujourd'hui, Madame Savdra, la mère d'Eulalia, est devenue une femme âgée, parfois agitée, triste et fatiguée, mais les choses étaient différentes auparavant. « Ne t'inquiète pas, maman, tu as encore beaucoup de choses devant toi, » dit Eulalia en souriant et en ricanant, « j'aimerais avoir autant de choses devant moi que toi. » La vieille dame rit et se sert un café sucré. « Zorbo, depuis l'année dernière, j'ai l'intention de rénover l'appartement, le temps a passé et je n'ai jamais eu le temps de le faire. J'avais peur de ne jamais y arriver. »« Tu auras ta rénovation » s'exclame Eulalia. Pancho a prévu de partir en vacances en juin. Je vais le convaincre de m'aider à rénover. Oh oui, bien sûr. Je connais ton Pancho, tu as dit toi-même que sa productivité tombait à 0 le week-end, maman. Tu plaisantes, sourit Eulalia. Je ne suis pas stupide non plus, je sais exactement comment le convaincre, sourit simplement Madame Savdra. Alors, comment comptes-tu le convaincre? Il est parti pêcher avec des amis la semaine dernière, il a promis qu'il reviendrait le matin avec 2 seaux de carpe. Je n'ai pas objecté, j'avais envie de cuisiner du poisson depuis longtemps, et il a obtenu la permission de rester dehors jusqu'au matin. Je me suis dit que je me réveillerais le matin et qu'il serait déjà là pour faire cuire ses carpes. Eulalia fait claquer sa langue en plaisantant. Et tu crois que c'est ce qui s'est passé? Le matin où je me suis réveillé, je suis entré dans le salon et je l'ai vu allongé, ronflant bruyamment. Madame Savdra tente de retenir son rire, se couvre la bouche avec sa main et commence à le réveiller. Sa fille poursuit, j'essaie toujours de le réveiller, mais en vain. De toute façon, il s'est saoulé avec ses amis, et dans cet état, il ne pouvait pas pêcher. À la fin, bien sûr, il n'y a pas eu de pêche, ils ont juste bu quelques verres en plein air avec les garçons, dit sa mère en riant brièvement. Mais il est revenu, et non seulement il est revenu sans poisson, mais elle a aussi laissé les seaux au bord du lac. Oui, mon enfant, dit la vieille maman en riant, c'est comme ça que tu as fait frire la carpe, oui, dit Eulalia en buvant une autre gorgée de café. Eh bien, je n'oublie pas ces choses-là. Quand il rentrera de vacances, je lui rappellerai encore la honte de cet incident, et je lui donnerai une autre chance de s'excuser. Tu n'es pas une fille, mais une garce rusée, plaisante Madame Savdra. Tu me ressembles, disent la mère et la fille en riant et en continuant à discuter de choses et d'autres. 2 jours se sont écoulés depuis l'agréable conversation avec sa mère dans la cuisine, en savourant une délicieuse tasse de café. Eulalia a repris sa vie quotidienne après le week-end, et sa routine est à nouveau le travail à la maison. En tant que femme active, cet horaire ne la dérangeait pas du tout, d'autant plus qu'elle aimait son travail. Elle travaillait comme économiste à l'hôpital local, jouissait d'une bonne réputation auprès de ses collègues et rêvait parfois d'être promue au poste d'économiste en chef, son salaire était tout à fait satisfaisant, mais il y avait toujours moyen de l'améliorer. Son superviseur avait plus de 60 ans et parlait depuis peu de prendre sa retraite. Comme tout manager responsable, il met la pression sur ses subordonnés, y compris sur Eulalia, mais cela ne dérange pas la jeune femme à son retour. Ce jour-là, à la maison, Eulalia Vidal trouve son mari assis sur le canapé en train de regarder un match de football et de boire une bière fraîche. Francisco Vidal, son mari, était un travailleur ordinaire qui, après une dure journée de travail, voulait simplement se détendre avec une bière en regardant un petit match de football. Il aurait parfaitement pu travailler dans une usine de briques. Il s'y serait probablement plu, mais le destin l'a conduit à atteindre des sommets dans le domaine de la publicité en ville. Il avait 32 ans et avait commencé à travailler dans ce domaine il y a 7 ans. Il était mystérieusement fasciné par le marketing et, à cause de cela,
le manque de possibilité de se distinguer de manière indépendante l'a obligé à chercher du travail dans une agence de publicité de la ville. On peut dire qu'il est arrivé au bon endroit au bon moment, car 6 mois seulement après avoir commencé à travailler dans cette agence, une grande organisation productrice de savon s'est adressée à l'agence en affirmant qu'elle avait mis au point un savon innovant qui n'avait pas encore été vu et qu'elle souhaitait faire une publicité efficace de son produit afin de rentrer dans ses frais. À l'époque, Francisco n'était impliqué que dans le développement du plan publicitaire de l'organisation en tant que stagiaire ou quelque chose de similaire, il ne s'occupait pas réellement du travail de relations publiques pour le client, mais il n'a pas manqué l'occasion d'acquérir de l'expérience et d'observer comment les spécialistes travaillaient. Il a beaucoup appris pendant cette période, il a même réussi à avoir un petit impact en suggérant le design initial du logo de la marque que ses collègues ont accepté avec enthousiasme, il a donc reçu une prime et a progressé dans l'opinion de ses supérieurs. Aujourd'hui, 7 ans après son entrée dans cette agence de publicité, Francisco a parcouru un long chemin. Il était l'un des meilleurs spécialistes de l'agence tout en gérant ses comptes de médias sociaux qui sont également devenus relativement populaires, il profitait simplement de la vie et gagnait bien sa vie, mais à ce moment-là, alors que je buvais de la bière dans une grande shop et que je regardais un autre match de football à la télévision, je ne m'inquiétais pas du tout. « Bonjour », dit Eulalia en entrant dans la pièce, et ce n'est qu'à ce moment-là que son mari lui prête attention. « Tu es arrivé ? Je t'attendais tôt, vers 7 heures. »« Oui, on m'a laissé partir plus tôt aujourd'hui. J'ai envoyé le rapport de paie pour le mois de mars, Madame Palacio m'a libéré, mais je suis sûr qu'elle l'examinera demain et que tu trouveras de quoi te concentrer. » Votre Madame Palacio semble un peu étrange, commente Francisco, toujours concentré sur la télévision. Tu devrais prendre ta retraite, chaque fois que tu parles d'elle, tu m'embrouilles. Parfois, tu lui parles comme si vous étiez de vieux amis, et puis elle te gronde et te dénonce presque. Dis au revoir au travail. Non, ce n'est pas une femme bien, répond Eulalia avec calme. Dans le travail quotidien, ma patronne a le droit de me crier dessus et de me gronder, mais seulement en tant que collègue bavarde. Je ne lui permettrai pas de le faire, et elle non plus, c'est sûr. Nous verrons bien, dit François avec une pointe de scepticisme. Je ne comprends vraiment pas comment les choses fonctionnent là-bas. Si j'étais l'économiste en chef de tout l'hôpital, je me comporterais probablement de la même façon, dit Eulalia, comme si elle ignorait tout le monde. Son mari discute avec tout le monde comme s'il s'agissait de subordonnés pendant les heures de travail, et il est un ami sympathique. Au cours de conversations régulières, François avait à peine tourné la tête pour regarder le match de football pendant tout ce temps. Au début, elle n'avait même pas bu une gorgée de bière. Eulalia voulut gronder son mari, comme une épouse typique, pour avoir encore acheté de la bière sans raison, mais elle décida qu'il n'était pas nécessaire de laisser l'homme se détendre s'il en avait envie. L'essentiel est qu'il ne se saoule pas. Écoute, Eulalia, il faut que je te dise quelque chose, dit-elle enfin à sa femme qui s'était assise dans un fauteuil pour se détendre convenablement pour la première fois de la journée. On m'a envoyé en voyage d'affaires à la capitale après-demain pour 4 jours. Tu peux te débrouiller seul ici. Tu crois que j'ai du mal à te supporter ici ? Vidal a souri, comme si je pouvais l'aider, je vais vous suivre partout et ramasser vos bouteilles vides. En réponse, Francisco a également souri. Eh bien, c'est ça. Super, dans ce cas je pars après-demain, alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Eulalia. C'est une sorte d'organisation, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ils ont probablement décidé de s'amuser. En bref, ils ont organisé un concours pour la meilleure agence de publicité du pays, ils prennent en charge le voyage, l'hébergement et tout le reste. Quel est l'intérêt de tout cela ? Sa femme regarde Francisco d'un air perplexe, je ne comprends même pas, mais tant pis, il a bien représenté notre agence et il a réussi à gagner 250 000, tu sais. Tu sais comment ils vont m'accueillir, n'est-ce pas ? Ils vont me porter sur leurs épaules, ils vont me dérouler le tapis rouge et peu après je serai promu directeur adjoint. Je suis sûr qu'il n'y aura pas d'amateurs dans la compétition. C'est un concours important et une forte concurrence est une raison de travailler plus dur, et si je me débrouille bien, je pourrais même gagner. Et si je gagne, plus de gens nous connaîtront, ce qui signifie plus de commandes, plus de clients potentiels et plus de crédibilité auprès des autres agences. Allez, bonne chance à toi, dit Eulalia avec une pointe de scepticisme. Essaie de bien représenter notre région, je suis sûr que je ferai de mon mieux, j'espère qu'il ne s'agit pas d'un concours typique de mariage, comme jeter le crayon dans la bouteille. J'aimerais essayer vraiment fort, j'aime me consacrer à mon travail, mais n'en faites pas trop, plaisante Eulalia en se levant. De sa chaise, nous avons quelque chose pour le dîner,
assurez-vous qu'il y a quelque chose qu'il a jeté. Elle jeta un coup d'œil au réfrigérateur et se rendit compte que les mots-clés de la déclaration de son mari étaient « Elle aurait dû sourire ». Il se tourna vers le salon qui jouxtait la cuisine et lui jeta un coup d'œil perspicace de l'autre côté de la pièce. Il faillit rire lorsqu'il vit qu'elle regardait toujours le match sans prêter attention à quoi que ce soit d'autre que ses panchots. « J'ai une question, peux-tu survivre à ces 4 jours sans moi ?» Le voyage d'affaires n'a même pas été facile. Pendant la phase de préparation, le lendemain après-midi, alors que Francisco commençait à faire ses valises, son t-shirt préféré qu'il aimait porter lors de divers événements parce qu'il le considérait comme le plus beau et le plus attirant de sa garde-robe a mystérieusement disparu. Il n'arrivait pas à savoir où était passée sa brosse à dents. Soudain, cela aurait pu être le début d'un conte de fées pour enfants typique, lorsque les affaires du personnage principal commencent à disparaître d'un côté, puis qu'il est transporté dans un monde mystérieux où il devra affronter un énorme monstre, sauver héroïquement ses affaires et peut-être même sauver une belle princesse d'un dragon. Cependant, il ne s'agissait pas d'un conte de fées, mais d'une situation critique, car il ne restait plus beaucoup de temps pour les préparatifs. Francisco avait tergiversé jusqu'à la dernière minute, alors qu'il aurait pu faire ses valises plus tôt, au lieu de rester assis à regarder la télévision et à boire de la bière. Les Vidal n'avaient pas d'enfants, leurs épouses en voulaient, ils préféraient vivre pleinement leur vie. C'est donc un grand mystère pour Francisco que sa brosse à dents se soit retrouvée dans le tiroir de la cuisine parmi les cuillères de table, et que son t-shirt qu'il mettait toujours du côté gauche de l'armoire se soit retrouvé sur la table de nuit de la chambre à coucher. Cependant, les objets perdus pour son prochain voyage d'affaires ont finalement été retrouvés. La valise était complètement bouclée et le professionnel du marketing était prêt pour la compétition à ce moment-là. L'après-midi même, il surfe plusieurs fois sur Internet pour se rafraîchir la mémoire, car même les plus expérimentés oublient parfois les choses les plus simples. Aujourd'hui, il est absolument certain qu'il va gagner tout l'argent. Eulalia l'a également aidé de toutes les manières possibles, l'a motivé, encouragé et lui a simplement exprimé sa confiance. Cela a sans aucun doute eu un effet important sur l'homme ce soir-là, alors qu'il était plein de motivation, avec l'envie de faire quelque chose de grand et de magnifique, de créer une publicité pour gagner quelque chose d'inconnu que le monde entier remarquerait immédiatement. Son ambition personnelle s'est envolée ce soir-là. Il n'y avait que des pensées positives dans son esprit et rien ne semblait pouvoir lui barrer la route, comme c'est souvent le cas dans la vie. La poursuite des objectifs les plus élevés est souvent entravée par des obstacles imprévus auxquels personne ne prête attention au début, mais qui, au moment de les affronter, vous piègent et vous empêchent de les rattraper. Les lois de Murphy ont joué à plein. Francisco s'est d'abord endormi avec la sonnerie du réveil, son vol était prévu à 11h et Eulalia était déjà partie au travail depuis longtemps. Comme il avait passé toute la nuit avec ses pensées grandioses de publicitaire le meilleur et le plus professionnel du monde, il s'était couché très tard, en dehors de sa routine habituelle et de son corps habitué à se reposer selon un horaire précis. Il ne pouvait pas s'adapter à un autre horaire pendant la nuit. Bien que sa femme ait essayé de le réveiller lorsqu'il est parti au travail, il s'est contenté de marmonner de manière incohérente qu'il avait un réveil et qu'il serait à l'heure, se souvenant de sa confiance inébranlable de la veille. Sa femme a pensé qu'il ne fallait pas le négliger à l'heure du coucher, elle a donc quitté l'appartement calmement et est rentrée chez elle. François profita inconsciemment de sa liberté et continua à dormir. L'alarme était réglée sur 9h du matin, et il lutta pour se réveiller au son de la mélodie hurlante, mais Francisco ne put s'empêcher d'appuyer sur le bouton au snooze. Oui, comme tout le monde, il n'a pas l'habitude de se réveiller tôt, il l'a simplement désactivé et s'est réveillé une demi-heure plus tard. Mais ces 30 minutes peuvent être cruciales, heureusement, il s'est réveillé. Bien sûr, il aurait pu dormir jusqu'à midi et tous ses grands projets auraient été gâchés. Son subconscient sentait que ne pas se réveiller à ce moment-là aurait de graves conséquences. François ouvrit les yeux et n'eut qu'une fraction de seconde, littéralement une fraction de seconde, pour savourer le matin d'une vie insouciante où aucune pensée n'avait encore frappé à la porte de sa conscience. Mais ce moment était si bref, si insaisissable et si insignifiant que les problèmes soudains qu'il avait immédiatement précipités allaient l'éclipser complètement. François se rendit immédiatement compte qu'il s'était endormi à cause de l'alarme et il se souvint de ce moment où, se persuadant qu'il n'en avait plus que pour 5 minutes, il avait impitoyablement éteint la mélodie hurlante. Il avait encore la possibilité de vérifier l'heure, et l'incertitude de savoir s'il s'était endormi ou non accéléra son rythme. Son cœur lui hérissa les poils et le fit frissonner. Il se tourna rapidement vers la table de nuit et décrocha le téléphone d'une main tremblante pour vérifier l'heure. Il était 9h27, il n'avait dormi que 27 minutes. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas aussi grave que s'il s'était endormi pendant 1h27 minutes. Les choses n'allaient vraiment pas bien,
mais elles auraient pu être bien pires, il restait encore du temps pour faire ses valises et partir, et maintenant François ne pouvait qu'espérer qu'il n'y aurait pas trop de trafic dans la ville aujourd'hui, comme il l'avait prévu. Je devrais être dans un taxi en ce moment même, en train de discuter de choses et d'autres avec le chauffeur, mais je viens à peine de me réveiller, pensa-t-il. Lorsqu'il s'est réveillé, il a sauté du lit et a couru à la salle de bain pour se laver. Et le voilà qui attend un autre de ses soi-disant cailloux sur le chemin qu'il a inconsciemment placé la nuit précédente. Sa brosse à dents était maintenant dans sa valise, probablement au fond. Pour se brosser les dents, il allait donc devoir fouiller dans tout ce qu'il avait déjà emballé, ce qui lui prendrait un temps supplémentaire dont il ne disposait pas. Francisco a donc décidé qu'il valait mieux passer 20 minutes dans la capitale à chercher un stand au hasard pour acheter du chewing-gum, plutôt que de passer 10 minutes à chercher une brosse à dents. Après s'être brossé les dents et avoir remis de l'ordre, il se lava le visage, se coiffa et courut s'habiller. En ouvrant l'armoire, il trébuche sur une autre pierre qu'il avait posée la veille. Sa chemise, censée être portée dans la capitale, se trouvait maintenant dans sa valise, imitant la brosse à dents qu'il avait dû mettre dans la première chemise qu'il avait trouvée. Il jeta un pull par-dessus, car le temps dans la capitale aujourd'hui n'était pas des plus chauds, enfila un jean isolé et se dirigea vers l'aéroport le plus rapidement possible. Elle appela rapidement un taxi via l'application, récupéra sa valise, vérifia à nouveau qu'elle avait tous les documents nécessaires, sa carte bancaire, son téléphone avec ses chargeurs et ses écouteurs, et s'assurant que tout était à sa place, elle quitta l'appartement d'une humeur relativement sereine. 4 jours se sont écoulés pour Eulalia, les plus libres et les plus indépendants. Il pouvait enfin regarder ce qu'il voulait à la télévision, mettre de la musique dans tout l'appartement pendant qu'il nettoyait, cuisiner quelque chose de rapide au lieu de quelque chose de savoureux, et vivre la vie d'un célibataire. Mais, seul dans l'allée de sa femme, celle-ci appelait tous les soirs son mari pour lui rappeler qu'il était le plus brillant des professionnels de la publicité et du marketing, qu'il surpasserait tout le monde, qu'il remporterait le premier prix, qu'il reviendrait en vainqueur et qu'il glorifierait l'agence dans laquelle il travaillait. Pancho, quant à lui, s'est plaint des concours proposés ici, que l'organisation de l'événement n'était pas la meilleure et qu'il doutait même qu'il y ait des prix. À mon avis, on nous a fait venir ici pour voir comment inventer des publicités en papier ou des œufs de poule, juste pour s'amuser, dit-il à sa femme au téléphone, au 3e jour de leur voyage d'affaires. Eh bien, vous êtes un annonceur. Le brillant Pancho s'est exclamé Eulalia en se moquant, tu ne peux pas inventer une publicité pour un œuf de poule. C'est élémentaire, même un enfant de 3 ans peut le faire. En réponse, Vidal rit et se change. Bien que la vie en solitaire lui soit agréable, Eulalia s'ennuie toujours de son mari et l'attend. Pour revenir, elle croyait en lui, en ses capacités et en ses ambitions, et elle était sûre qu'il ne le ferait pas. D'autre part, il ne décevrait ni elle ni son employeur, même si elle perdait ce qu'elle pensait être le sien. Ses pensées se sont finalement arrêtées sur l'éventualité de sa défaite, tout compris. Les frais ont été pris en charge par les organisateurs de l'événement, il n'a pas dépensé un seul centime, à part 4 jours pour lui. Alors qu'il aurait pu consacrer ce temps à un travail quotidien et probablement routinier, il a choisi de le passer dans une autre ville, à l'occasion d'un événement intéressant, bien que peu important pour cette question. Eulalia s'est approchée de Pancho avec philosophie, mais l'a tout de même encouragé. Bien qu'elle soit une personne simple dans l'âme, elle savait comment atteindre ses objectifs, mais elle ne savait pas comment perdre. Ainsi, après chaque défaite, il lui fallait beaucoup de temps pour se remettre de ses émotions. 4 jours passèrent et le jeune homme maintint l'intrigue presque insoutenable, il retourna dans son pays natal. Dès que l'avion a atterri à l'aéroport, il a appelé sa femme pour lui annoncer son retour. D'habitude, à sa voix, on sait immédiatement si tout s'est bien passé ou s'il a trébuché quelque part, mais ce n'est pas le cas, sa voix était confiante, peut-être même excitée et heureuse, mais en même temps un peu fatiguée, ce qui ne permet pas de comprendre clairement la situation. Il ne restait plus qu'à l'attendre à la maison le lendemain, c'était le week-end et Eulalia avait décidé de rendre à nouveau visite à sa mère, Madame Savdra. C'était devenu une tradition, chaque semaine, le week-end, elle se rendait chez sa mère pour s'asseoir et discuter autour d'une tasse du délicieux café que la vieille dame aimait boire. Après avoir pris des dispositions par téléphone avec sa mère, Eulalia s'est assurée que celle-ci était prête à la recevoir en tant qu'invitée et qu'elle n'avait pas prévu d'interrompre sa visite. Elle a donc appelé un taxi et s'est rendue chez sa mère. Le trajet est court, car Madame Savdra habite à proximité de la maison de sa fille, et en 20 minutes, Eulalia arrive dans l'appartement où elle a grandi et passé sa jeunesse. Chaque fois qu'elle pénétrait dans la cour familiale, elle ne pouvait s'empêcher de penser que le temps passait vraiment très vite et que, bientôt, elle serait assise dans sa propre cuisine et penserait à tout ce qu'elle n'avait pas encore accompli.
Les vieux bacs à sable abandonnés, couverts de lierre et de toiles d'araignée, suscitent chez Eulalia des sentiments contradictoires. Tout d'abord, elle se souvient de l'insouciance de son enfance, lorsqu'elle n'avait pas à se préoccuper du travail, des salaires et des factures impayées. Elle a tout de suite voulu retrouver ses amis d'enfance, dans le même groupe après presque 20 ans, jouant dans le bac à sable ou à la course-poursuite, ignorant les regards des passants. Mais il y avait aussi d'autres souvenirs que Lalia essayait de chasser, des souvenirs qui la mettaient mal à l'aise, qui déclenchaient immédiatement des souvenirs de panique et d'anxiété comme ceux que vous avez eus avec votre père. Chaque personne a sa propre définition de ce mot et celle-ci couvre généralement de nombreuses pages du livre biographique imaginaire. Pour certains, c'est l'espoir et le soutien. Un héros et une figure d'autorité, le soutien de la famille. Bien sûr, pour d'autres, ce ne sont que quelques lettres qui ne signifient rien de particulier, parce qu'ils n'ont pas connu leur père ou ne l'ont vu que quelques fois. Certains sont irrités par ces 5 lettres parce qu'ils connaissent leur père par les récits larmoyants de leur mère, mais pour Eulalia, c'est une toute autre histoire. Pour elle, ce n'était pas seulement un souvenir douloureux, c'était littéralement une tumeur maligne. Dans sa mémoire, une grande tache noire sur les pages de sa biographie, il était probablement la seule personne que je n'aiderais pas s'il y avait quelqu'un dans la rue avec une pancarte demandant de la nourriture, je ne ressentirais aucune émotion filiale envers lui, parce que je le connaissais non seulement à travers les histoires de sa mère, mais aussi à travers la vie de la famille Savdra, qui était le nom de famille de la mère d'Eulalia et le nom de jeune fille de cette dernière. Tout a très bien commencé, 10 mois seulement après leur mariage, Rita et Pablo ont eu une fille magnifique et naturellement douée, une fille dont ils n'avaient même pas rêvé. Lorsque Rita est revenue de la maternité, Pablo a juré qu'il soutiendrait la jeune famille, tant qu'elle pourrait subvenir à ses besoins, les temps étaient durs, surtout pour sa famille. Pablo Savdra, qui est entré dans une usine de comédiens juste après son service militaire et a travaillé comme ajusteur, a une grande expérience dans le domaine. Il ne s'attendait pas à ce que les nouveaux propriétaires de l'entreprise le licencient aussi facilement qu'ils le feraient en claquant des doigts. Pendant longtemps, il a espéré reprendre son travail à l'usine, pour une raison ou une autre, il ne voyait pas d'autre perspective d'emploi stable. Mais l'usine a bientôt fermé ses portes alors qu'il en était à ses derniers mois de travail. L'homme a trouvé des moyens de gagner un peu d'argent supplémentaire partout où il le pouvait. Il avait une voiture et travaillait occasionnellement comme chauffeur de taxi. Il a également pris des emplois temporaires comme porteur dans le supermarché voisin. Pendant tout ce temps, je regardais l'usine où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Lorsque l'usine a fermé ses portes, la dernière lueur d'espoir dans les yeux de l'homme a vacillé, puis a disparu sans laisser de traces. C'était comme si sa vie avait perdu tout son sens, il n'y avait nulle part où trouver du travail avec lui. Il accusait sa femme d'avoir choisi le pire moment pour avoir un enfant, il l'accusait d'avoir gâché sa vie et disait que sans elle et leur fille, il baignerait dans l'or au lieu de vivre de l'argent emprunté. C'est ainsi que la famille Savdra a vécu pendant 6 ans, jusqu'à ce que la petite Eulalia atteigne l'âge adulte. Rita a dû commencer à travailler, elle a elle-même travaillé comme boulangère dans une boulangerie, et un mois, elle a même reçu son salaire sous forme de pain qu'elle avait fabriqué elle-même. L'argent manque pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa fille et à ceux de son mari, toujours insatisfaits. D'une manière ou d'une autre, la famille a continué à vivre. Un peu plus de temps s'est écoulé et des choses ont commencé à disparaître dans la maison. Au début, Rita n'arrivait pas à retrouver son vieux service de table, offert par des amis en France. Ensuite, ils ont commencé à chercher des vêtements manquants. Les incidents atteignent des niveaux absurdes. Un après-midi, alors que Rita rentrait du travail et récupérait la fille du voisin avec laquelle elle partait, elle ne trouva pas la télévision allumée dans la maison et, avec elle, Pablo avait disparu de l'appartement. Mais elle gardait l'espoir qu'il reviendrait et que tout s'arrangerait. Elle avait une confiance trompeuse dans le fait que les choses s'arrangeraient, que Pablo trouverait un emploi et que la famille vivrait à nouveau une vie heureuse et joyeuse. Mais cela n'a jamais été le cas. La situation de la famille s'est aggravée au fil du temps, et son mari a commencé à disparaître de plus en plus fréquemment. La dernière fois que Eulalia a vu son père, elle avait 6 ans. Elle se souvient parfaitement de leur dernière rencontre. C'était un matin d'été, encore très chaud, et une brise fraîche, chaude et agréable soufflait dans l'air. Il y avait une demi-pastèque dans le réfrigérateur et la fillette a demandé à sa mère de lui en couper quelques tranches. Son père n'est plus à la maison depuis plusieurs semaines et Eulalia ne fait plus attention à lui. Elle savait qu'elle ne l'avait pas beaucoup vu depuis l'enfance, mais pour Rita, c'était une source d'inquiétude. Elle s'inquiétait pour son mari comme s'il s'agissait d'une sorte de syndrome de Stockholm. Rita coupa quelques morceaux de pastèque pour sa petite fille et s'assit à table pour savourer les délicieux fruits rouges de ce moment.
Des voix de femmes plus âgées se sont rassemblées près de l'entrée, un spectacle courant le matin. La famille Savdra vivait au 2e étage, de sorte que l'on pouvait tout entendre clairement. Elle grondait quelqu'un, réprimandait une personne chère, et pour une raison quelconque, il y avait un silence en réponse. Eulalia n'entendait pas, mais inconsciemment elle comprenait où la situation voulait en venir. Pendant ce temps, Rita sentait un frisson lui parcourir le dos alors qu'elle attendait dans l'expectative. Son intuition ne la trahit pas et, après quelques secondes, la porte de l'appartement s'ouvre. Un homme très maigre apparut dans le couloir, le visage plein de rides, les cheveux sur la tête commençant déjà à tomber, il tenait à peine debout. Il est entré dans la cuisine. « Ah, le revoilà » dit Rita Savdra d'un air désapprobateur, sans le regarder. « Je suis de retour » répondit-il indistinctement en s'approchant. « Pourquoi sommes-nous si malheureux ?» Il était manifestement très ivre. « Je vais très bien » s'écria Pablo après être resté immobile pendant une bonne seconde, digérant ce qu'il venait d'entendre. « Au moins, vous tous. » Il lança un regard à Eulalia, qui était tranquillement assise à la table et mangeait de la pastèque. Au fond d'elle-même, elle avait un peu peur de son père ivre, mais pour une raison ou une autre, elle était sûre qu'il ne la toucherait pas. « Regarde-la. Elle fait la fête ici, » dit-il à sa fille en s'approchant. « Ne la touche pas, » dit Rita à son mari en lui donnant des coups de poing et en le poussant vers la sortie. « Si tu te respectes toi-même, respecte au moins les autres, idiot. Sors d'ici. »« Calme-toi, pute !» cria Pablo encore plus fort, et il semblait que tout le palier pouvait entendre cette autre famille se battre dans la maison des Savdra. « Je veux manger. Il ne me laisse pas entrer dans ma propre maison. » Pablo serra son mince poing aussi fort qu'il le pouvait, malgré son état d'ébriété, et indépendamment de son état, il porta un coup violent. S'occuper de la maison était une habitude dans la famille d'Eulalia, il y avait eu de nombreux incidents qu'elle pouvait compter, mais celui-ci était le plus grave et le plus douloureux, mais aussi le plus mémorable, d'autant plus que le père d'Eulalia était le dernier à s'être vraiment impliqué dans la consommation de substances au cours des semaines précédentes. On ne savait pas très bien où et par qui ils se procuraient l'argent nécessaire à leur consommation. La police ne s'en est pas particulièrement préoccupée à l'époque, car tous les officiers de l'époque cherchaient avant tout à s'en mettre plein les poches. Mais son état physique et son ivresse ne l'ont pas empêché d'abuser de sa famille. Eulalia a également été victime à l'époque, le toxicomane s'est senti très offensé parce que la jeune fille n'avait pas voulu partager sa pastèque avec lui ce jour-là. Ils se sont rendus à l'hôpital et ont tous deux reçu des points de suture. Après cet incident, ni Oléa ni sa mère n'ont revu Pablo. Il a quitté la maison et n'est jamais revenu. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis, mais pendant tout ce temps, il n'a jamais repris contact, et l'idée qu'il n'est peut-être plus de ce monde leur a traversé l'esprit à plusieurs reprises depuis lors. Oléa ne pouvait pas tolérer cette trahison, elle avait appris de son amère expérience personnelle, qui comprenait principalement l'incident avec son père et était renforcée par les déclarations répétées de sa mère. Elle n'était pas prête à pardonner une trahison, elle comprenait l'erreur de sa mère pendant sa jeunesse, endurant régulièrement les coups et les scandales de Savdra. Mais lui pardonner, elle ne le voulait pas. Elle était prête à rompre les liens avec la personne la plus proche si elle rencontrait ne serait-ce qu'un soupçon de comportement perfide. Ce souvenir, déclenché par un vieux bac à sable couvert de lierre et de toiles d'araignée, est venu et reparti rapidement, littéralement en un instant. La vague a revécu ce moment une fois de plus et a essayé de repousser le souvenir aussi loin que possible. Après avoir payé le chauffeur de taxi, il est sorti de la voiture et a couru vers l'entrée. Rien ne changea de Evert. Il eut alors une pensée involontaire et ferma immédiatement les yeux. Il ne voulait pas se souvenir du moment où Madame Savdra accueillait sa fille à la porte, mettait la théière dans la cuisine et s'asseyait avec elle. La première question que Margarita posa à Oléa lorsqu'elles se rencontrèrent fut celle de son bien-être. Oléa a répondu comme toujours et a ensuite raconté les dernières nouvelles de sa vie de la semaine passée. « Pourquoi est-il allé à la capitale » demande la femme, perplexe. « Ils l'ont envoyé en voyage d'affaires. Le 4e jour, il est de retour. Des organisations m'ont dit qu'il y avait un événement intéressant là-bas. Elle a décidé de créer un concours auquel peuvent participer des agences de publicité de tout le pays. Différentes parties participent à divers concours et s'affrontent pour créer la meilleure publicité. C'est un voyage d'affaires et ça, c'est un voyage d'affaires, demande Madame Savdra, sceptique. Oui, maman. J'ai été surprise quand j'ai entendu cela. C'est vraiment une sorte de folie. Le grand prix était de 250 000 € et seule la première place compte, il n'y a pas de deuxième ni de troisième place. C'est donc votre Francisco qui a gagné,
comme l'a montré l'expression de Madame Savdra. J'étais très sceptique quant à cette nouvelle et je doutais de sa véracité. Mais voici la partie la plus intéressante de l'histoire. Mère intéressante, souligne Oléa en se tournant vers la cuisinière où bouillonne la théière, attends un peu, ma fille. Madame Savdra se lève, se dirige vers la cuisinière et continue d'écouter Oléa l'eau. Je connais maman depuis de nombreuses années, mais il semble que j'ai perdu quelque chose qu'elle ne peut pas perdre. Quand on subit quelque chose, même une petite défaite quelque part, quand on n'obtient pas le résultat escompté qui, selon nous, justifierait nos efforts, on commence à se mettre en colère, on commence vraiment à s'inquiéter, à s'énerver et ainsi de suite. Mais qu'y a-t-il là-dedans ? Demande la vieille maman en posant 2 tasses de thé sur la table et en s'asseyant. Eh bien, voilà ce qui se passe. Il est content de n'avoir rien gagné, ils ont donné le prix au gagnant, mais il ne l'a pas eu. Même s'il le voulait vraiment, il était très motivé au départ, mais tellement motivé au départ que s'il perdait, il se plaignait comme une petite fille et criait dans son oreiller. Mais tu es heureuse, maman, peut-être que je changerai d'avis. Cela arrive à tout le monde de s'attendre à quelque chose de grand et d'être déçu quand on le voit en personne. J'ai pensé la même chose, mais ce n'est pas une raison pour être heureux. Il est radieux, maman, et je ne trouve aucune raison à son bonheur. Parce qu'il ne lui est rien arrivé de particulièrement agréable pendant ces 4 jours. Tu as demandé pourquoi elle est si heureuse. Madame Savdra m'en a donné une. J'ai bu une gorgée de sa boisson chaude, j'ai demandé, il a répondu, Olé a dit qu'elle est vraiment heureuse d'être de retour à la maison, mais quelque chose me dit que quelque chose ne va pas ici, en général, j'ai besoin de regarder pendant un certain temps. Une semaine s'est écoulée depuis que Vidal est rentré de son voyage d'affaires. Il a été étrangement de bonne humeur toute la semaine, bien qu'il n'y ait pas de raison visible à cela. Oléa n'avait que des soupçons sur les raisons de cette joie. Peut-être avait-il reçu une bonne nouvelle et la cachait-il à sa femme, mais elle s'attendait à ce qu'il la partage à tout moment, mais il ne se promenait pas dans la maison en souriant et même lorsqu'il était en retard au travail ou qu'il restait tard, il rentrait à la maison avec un sourire débordant de bonheur, semblant avoir trouvé $1 milliard ou découvert le secret d'un bonheur perpétuel. Et ce qui la rendait heureuse, c'était non seulement de connaître ce secret, mais aussi d'être la seule à le connaître. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que son mari cachait vraiment quelque chose. Un après-midi, à bout de patience, Oléa s'est approchée de son mari et l'a bombardé de questions sur les raisons de son bonheur. Il se contenta de secouer la tête et de continuer à sourire en se préparant une tasse de café. Ce voyage avait changé beaucoup de choses pour Pacho et il semblait qu'un autre Vidal était revenu dans la capitale, pas celui qu'Oléa avait connu auparavant. En d'autres termes, il ne ressemblait pas du tout au comportement typique du passé de Pacho. Quelques jours plus tard, Oléa rentre du travail et voit son mari assis, un verre de bière à la main, en train de regarder un match de football à la télévision, comme l'après-midi où il lui avait parlé de son voyage d'affaires. Aujourd'hui, c'est son jour. C'était particulièrement fatigant et je n'avais pas envie d'en parler. Qu'il voit, qu'est-ce que j'en ai à faire, pensa-t-elle d'un air fatigué et elle se rendit dans le salon. Bonjour, Pancho. Dit-il en s'asseyant dans son fauteuil habituel, à côté du canapé. Bonjour, comment s'est passée ta journée, demanda Pancho en souriant et en baissant le volume de la télévision. Waouh, pensa Oléa, c'est quand la dernière fois que tu as baissé le volume pour moi? C'est très étrange de s'intéresser à mes affaires, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ici, Oléa a eu du mal à mentionner que son patron l'avait réprimandé aujourd'hui parce qu'elle pensait que son mari n'était peut-être pas intéressé parce qu'il avait l'impression d'avoir posé la question pour partager quelque chose. Tout va bien et tu es excellente, Oléa, s'est-il exclamé. Tu ne vas pas le croire, il m'envoie encore en voyage d'affaires, c'est comme un rêve. Elle regarda Pancho d'un air perplexe. Depuis quand était-il si enthousiaste à propos des voyages d'affaires? Et pourquoi avait-il été transféré si souvent à un événement douteux où il se sentait comme un clown se produisant pour les organisateurs? 2 questions se disputaient la priorité dans l'esprit d'Oléa, mais il décida de commencer par demander pourquoi on l'envoyait si souvent en voyage d'affaires. Après tout, il y a d'autres employés. Pourquoi es-tu revenu la 2e fois? Demanda-t-il doucement. Tu n'es parti qu'une semaine, pourquoi n'envoie-t-il pas quelqu'un d'autre? C'est absurde, Pancho. Je suis l'employé du mois. Ils veulent un digne représentant de notre entreprise lors d'événements aussi importants, et pas n'importe qui, d'ailleurs. C'est un peu excessif. Quel est l'événement cette fois-ci? Apparemment, il y a une réunion de représentants d'agences de publicité. Je n'ai pas encore tous les détails,
mais ils vont discuter de coopération, partager leurs expériences et d'autres choses de ce genre. C'est une occasion vraiment intéressante. Le patron tient à ce que nous y participions. Pancho, cela ressemble à une farce, n'est-ce pas? Ce n'est pas une farce. Oui, bien sûr, je prendrai en charge les frais de voyage, le logement et tout le reste, mais ce n'est pas grand-chose. En outre, j'acquérai une expérience précieuse et j'aurai plus de chances d'accéder au poste d'assistant réalisateur, c'est un coup de pouce pour ma carrière. Oléa, tu ne peux pas imaginer un coup de pouce pour ta carrière, c'est quand on te confie toute une entreprise et qu'on embauche les meilleurs employés, dit Pancho en levant les yeux au ciel. S'il te plaît, ne fais pas ce voyage d'affaires. Je ne peux pas refuser, c'est une exigence de la direction et honnêtement, j'ai vraiment envie d'y aller, tu sais. Une occasion comme celle-ci ne se présente probablement qu'une fois dans une vie. Quel genre d'occasion, Pancho? Oléa commence à s'inquiéter de participer à un événement insignifiant qu'il devra payer lui-même. Non, sérieusement, c'est très bien, mais c'est aussi très stupide. Ce n'est pas une opportunité fantastique. Oléa, il va y avoir une spéciale, les meilleurs commerçants du pays, je ne peux pas rater cet événement, je vais vraiment te dire que j'aurais pu honnêtement refuser le voyage, on m'a donné le choix, soit j'y vais, soit ils envoient Tono Alvarez à la place, et pourquoi je donnerais à Tono Alvarez une si bonne occasion alors que je peux y aller? Malgré tout le respect que j'ai pour lui, non, non, non. Je ne donnerai à personne d'autre une occasion aussi précieuse. Ok, Oléa, c'est fait. Quand est ton voyage d'affaires? Ils me préviennent toujours un jour à l'avance. C'est donc après-demain, répète Oléa à voix basse, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Je vois. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance pour acquérir de l'expérience. Merci, ma chérie. Merci, ma chérie. Pancho s'approcha de sa femme et l'embrassa sur la joue. Il ajouta, s'il te plaît, prépare-moi à manger. Et il sourit. Maman a hâte d'arriver. La voix d'Oléa était infiniment déconcertante, on aurait dit que son cerveau allait exploser parce qu'elle ne comprenait pas la situation. En effet, il ne pouvait guère parler des problèmes accumulés qu'avec sa mère, Madame Savdra, qui jouait pour elle deux rôles à la fois, celui d'une mère aimante et celui de sa meilleure amie, avec laquelle elle pouvait aborder des sujets comme tous les hommes sont des idiots et autres. Aujourd'hui, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Demain, Pancho devait partir pour un nouveau voyage d'affaires, dont Oléa ne croyait pas vraiment à la légitimité. Il en doutait fortement, il n'avait aucune idée de l'endroit où il se rendrait, mais ce n'était pas une réunion douteuse de publicistes dans la capitale qui lui paraissait la plus convaincante. Sa première pensée, comme celle de toute femme sensée, fut quelque chose comme « il me trompe », puis elle s'effondra et se désintégra en atomes. Pourquoi Oléa était-elle sûre qu'il l'aimait? Oui, il ne le montrait peut-être pas aussi ouvertement qu'elle le souhaitait, mais elle était convaincue qu'elle n'avait pas besoin d'entendre sans cesse de sa part « chérie, je t'aime » ou « chérie, comment as-tu dormi ?» Elle accordait plus d'importance aux actes qu'aux paroles, et Pancho montrait par ses actes qu'il tenait à sa femme. Peut-être allait-il simplement passer 4 jours avec ses amis, ce qui n'avait pas de sens non plus. La solution est différente et semble incroyablement simple. Oléa et Madame Savdra se sont alors mises en mode Sherlock Holmes, essayant de fouiller chaque petit détail qu'elles pouvaient saisir avec leurs doigts, dans l'espoir de démêler ce mystérieux écheveau de doute. Pourquoi n'aurait-il pas envie d'y aller? Il a probablement trouvé une maîtresse là-bas et il saute en l'air en se couchant, dit maman. Il est peu probable qu'il ait une maîtresse, ce n'est pas ce genre de personne, honnêtement. J'ai du mal à le croire. Eh bien, je peux le croire, insiste la retraitée. Comment le savez-vous? Que se passe-t-il dans son esprit et pourquoi est-il si désireux d'y aller, maman? Comment peux-tu imaginer qu'un travailleur ordinaire puisse avoir une maîtresse? Je parle de sa mentalité, il n'est tout simplement pas enclin à avoir une maîtresse, j'en suis sûr à 100%. Alors, de quoi a-t-il besoin? Que pensez-vous qu'il va vraiment faire avec tant de choses? Un véritable intérêt voyager souvent pour le travail avant d'avoir assez de travail à la maison, maman, dis-tu. Oléa essaie de la calmer. Elle a beaucoup de travail à la maison et je ne sais pas de quoi elle a besoin. Peut-être qu'il est fatigué de la vie de famille, peut-être qu'il aime voyager. Avez-vous déjà vu un travailleur moyen qui aime aussi voyager, quelqu'un comme lui, qui ne veut que de la bière et du football? C'est tout ce dont il a besoin, rien de plus, pas de travail, pas d'intérêt intellectuel, il se sent bien, c'est tout. De toute façon, maman, il travaille. Je suis venu te demander de l'aide pour ne pas entendre ce dont j'ai déjà une idée.
Je veux entendre ton point de vue, tu connais mon point de vue. Tu y vas parce que tu as trouvé un amant et que tu penses qu'aucune femme ne va prêter attention à un beau jeune homme de 32 ans avec de l'argent. Oh mon Dieu, maman. Non, ce n'est pas ça, proteste-t-il. Oléa, Oléa, tu as tort maintenant. Madame Savdra regarde droit dans l'âme de sa fille, simplement dans les yeux. Tu dis que tu es venu ici pour entendre mon point de vue. J'exprime mon point de vue et tu dis que ce n'est pas ça. Tu es venu ici pour entendre ce que tu veux entendre, mais la vérité est toujours amère. Oléa, à ce moment-là, a ressenti sa propre erreur. Ce n'est que maintenant qu'elle se rend compte que sa mère avait raison. Sa certitude à ce moment-là n'avait aucun sens, car Pancho pouvait vraiment aller n'importe où, mais la jeune fille continuait à douter que son mari la trompait. Eh bien, raisonnons logiquement, il n'a jamais donné de raison. Avant, on ne l'a jamais vu avec une autre femme. Il ne semble pas enclin à la tromper. Maintenant, regardons les choses sous un autre angle, dit son ami. Il a fait un voyage d'affaires dans la capitale une fois et maintenant il y va pour la deuxième fois. Quelle est sa deuxième raison d'y aller? Il y a une réunion de publicistes et il pense que vous y croirez vraiment. Oui, l'événement est très étrange, j'en conviens, mais nous n'avons aucune raison de le soupçonner. Je ne peux tout simplement pas comprendre comment cela pourrait être vrai, et c'est très improbable. Madame Savdra est restée silencieuse un moment, l'air distrait et tapotant des doigts sur la table. Puis elle soupire et regarde sa fille. Tu sais, Oléa, au lieu de faire des conjectures, il vaudrait mieux si on vérifiait. Et comment je vérifie? Oléa est surprise. Non, je n'ai pas le temps de travailler. Et quel est le rapport avec? La vieille femme fait un signe de la main. Vous savez comment les gens intelligents et entreprenants font cela. Ils achètent des micros espions, les mettent dans leur valise ou dans leur poche et écoutent avec un enregistreur miniature qui leur dira tout. Oléa, les yeux écarquillés, regarde sa maman et sent un sourire se dessiner peu à peu sur son visage. Maman a regardé des films d'espionnage. Madame Savdra se contente d'un grand sourire. Le plan était vraiment réalisable. Mettre un micro dans la valise de son mari, un micro qui enregistrerait tout ce qui s'y passe, c'était le plan parfait. Sachant que Pancho ne doutait pas qu'il mettrait sa valise dans la chambre où il dormirait. Ainsi, tous les détails les plus croustillants de son voyage, que les pseudo-détectives essayaient tant bien que mal de trouver, devraient apparaître dans quelques jours. D'ici là, Madame Savdra se contente de sourire devant le plan d'ensemble. Il était vraiment réalisable. Pour l'instant, il ne reste que très peu de temps pour exécuter ce plan astucieux. Il fallait vite trouver ces micros espions. La mère et la fille décidèrent donc de se rendre ensemble à l'appartement des Vida, où Francisco travaillait à l'époque, afin d'y installer le dispositif d'écoute. Sur le chemin, elles s'arrêtèrent en toute sécurité dans le magasin d'électronique le plus proche, que l'on pourrait plutôt qualifier d'endroit rappelant le passé, souvent montré dans les films modernes avec un clin d'œil à l'ancien temps. C'était un endroit plutôt négligé qui n'avait pas connu de réparation depuis longtemps. Pourtant, la marchandise y est abondante. Il y avait plusieurs générations de radios, des antennes diverses, des microphones, des haut-parleurs, etc. Le style, bien sûr, ne pouvait pas manquer dans les micros espions, et Oléa n'a pas non plus payé environ 200 pour 2 appareils, puis a remercié le vieil homme aux lunettes rondes qui tenait la boutique. Elle est rentrée chez elle avec Madame Savdra. Pancho devait rentrer dans l'après-midi, vers 17h, mais on pouvait le libérer plus tôt pour qu'il puisse se reposer avant le voyage. Il fallait donc que tout se passe rapidement et en douceur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Madame Savdra a rapidement trouvé la valise de Francisco et d'Oléa. Ils ont placé un petit microphone dans l'un des compartiments, derrière la fermeture éclair. Il fallait placer le second à un autre endroit, au cas où le premier tomberait accidentellement ou tomberait en panne. Qu'est-ce qui pourrait se passer? En vérifiant la valise, les femmes se sont rendues compte qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit approprié pour le microphone. Elles devaient trouver un autre endroit où le microphone de secours fonctionnerait comme le premier. Madame Savdra a donc eu l'idée géniale de cacher le microphone dans la poche de la veste de Francisco. Le seul inconvénient de cette option était que Francisco pouvait accrocher la veste dans le placard de la chambre d'hôtel. Le seul inconvénient de cette option était que Francisco pouvait accrocher la veste dans l'armoire de la chambre d'hôtel, mais ce n'était pas garanti, alors il pouvait probablement la jeter sur une chaise parce qu'il était fatigué après une longue journée et ne voulait rien faire d'autre que se reposer. Et c'était tout, s'il se rendait vraiment à l'événement et non pas chez une jeune et belle maîtresse. Maintenant que les 2 micros sont à leur place,
il faut nettoyer la scène du crime. Ils auraient pu aller chez Madame Savdra pour tester les micros, mais le vendeur de radio les avait prévenus qu'ils ne pouvaient pas écouter en temps réel. C'était comme un magnétophone. Il suffisait de l'allumer et de l'éteindre pour l'écouter plus tard. Bien sûr, lorsqu'ils ont installé les micros, ils les ont éteints. Et ces petits espions radio étaient tout à fait prêts à travailler. « Allez, voyons maintenant où est ton Pancho et ce qui se passe, » dit Madame Savdra, un peu mécontente. « Je n'aurais jamais cru que j'aiderais ma fille à espionner mon propre gendre dans les coulisses. » Oléa espérait encore que l'argent dépensé pour les microphones ne serait pas vain. Cela ne donnerait aucun résultat, cela ne ferait que confirmer son opinion selon laquelle son mari était simplement de bonne humeur et voulait faire une pause dans sa routine ennuyeuse. La vie quotidienne pour la deuxième fois, mais pas encore découverte. Le soir, François rentra chez lui comme d'habitude. Et comme il était de bonne humeur ces derniers temps, il était à la maison à ce moment-là. Aujourd'hui, il a décidé de s'absenter du travail, sous prétexte qu'il ne se sentait pas bien. Au contraire, Francisco s'est précipité au travail le matin, comme si une promotion immédiate l'attendait, une prime et ainsi de suite. Le soir, il rentrait chez lui comme si la même chose l'Y attendait. Il semblait que rien ne pouvait plus gâcher son excellente humeur. Pendant qu'Oléa attendait le retour de son mari, elle s'asseyait et réfléchissait à ce qui allait se passer dans une semaine. Sa famille pouvait être brutalement déchirée sans possibilité de guérison ou continuer à exister, mais encore plus forte sans l'un ou l'autre. Les soupçons de la retraitée se réalisèrent, l'amour d'Oléa pour Francisco allait se renforcer encore et encore. Oléa était assise à sa place habituelle, dans le fauteuil du salon, devant la télévision, et regardait un mélodrame féminin sur un amour malheureux. L'intrigue du film était très proche de sa situation, son mari était parti en voyage d'affaires et sa femme avait découvert qu'il avait été infidèle. « Bonjour », dit un homme en entrant dans la salle de cinéma. Il s'est approché de sa femme et lui a pris les épaules. « Je vais bien. As-tu des nouvelles ou pourquoi es-tu si heureuse ? » « Oui, ma chérie. Une bonne nouvelle. Tu sais que mes fréquents voyages d'affaires me donneront une prime, si la direction a décidé de me récompenser de cette façon. » « Oh, bien, » dit Oléa avec indifférence, car à ce moment-là, pour une raison ou une autre, il commença à ressentir un fort sentiment de méfiance. Il s'inquiétait de la bonne humeur excessive de son mari, qui avait rarement ce genre d'humeur. Le lendemain matin, Pancho se leva avec la même bonne humeur que lorsqu'il s'était couché. Rien à voir avec la dernière fois. Il ne s'est pas assoupi. Son réveil ne lui a pas dit « je vais dormir encore 5 minutes » ou quelque chose comme ça. Au contraire, il s'est réveillé avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation pour se lever, avant même de l'entendre. Cela aurait pu être une bonne raison de lui préparer un petit déjeuner ou un petit déjeuner au lit, mais Francisco ne l'a pas fait. Il semblait en avoir besoin. Il semblait avoir oublié qu'il avait une femme. Oui, une femme. Ces derniers temps, il ne la voyait pas comme sa femme, mais comme quelqu'un qui le protégeait pendant qu'il était au travail, en première ligne. Ou plutôt comme une interlocutrice intéressante dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Bien qu'il ait trouvé un moyen de disparaître, parce qu'il semblait avoir cessé de considérer Oléa comme sa femme, ce qui arrive à de nombreux travailleurs ordinaires qui n'utilisent leur femme que pour cuisiner, il a progressivement cessé de lui prêter attention. Mais ce n'était pas le cas auparavant. Ils se sont rencontrés il y a 9 ans, et leur rencontre a été douloureusement aléatoire. À l'époque, Pancho et Oléa étudiaient à l'université. C'était l'époque des étudiants affamés et stupides. Parfois, Oléa manquait même tous les bons moments qu'elle avait vécus en tant qu'étudiante. Il était impossible de revivre tout cela, mais personne ne lui interdisait de rêver et d'imaginer. Cela lui revenait souvent. Il aimait se souvenir de la fois où un de ses camarades de Briago semi-state avait essayé de passer par la fenêtre de sa chambre au 3e étage, parce que le portier qui était de service 24 heures sur 24 ne laissait plus entrer les gens après 23 heures. Tout le dortoir regardait la scène et tous ont éclaté de rire. Même Oléa avait toujours eu pitié de ce garçon, pour une raison ou une autre, parce qu'il avait de mauvaises notes de la part de ses professeurs. Il ne pouvait s'empêcher de rire. Finalement, le garçon a réussi à rentrer dans sa chambre, mais il a été fortement réprimandé lorsque l'information est parvenue à l'adresse de l'université. Un de ces jours, l'étudiante Oléa rentre dans son dortoir après une fête. Il était presque 22 heures, et elle ne s'est pas dérangée du tout parce qu'elle était en retard. Il ne buvait que pendant les vacances, jamais trop, et se comportait toujours correctement et respectueusement. Il n'y avait donc aucune raison pour que le vieux portier ne la laisse pas entrer.
Elle approchait déjà du territoire de l'institut où se trouvait un dortoir et s'apprêtait à faire demi-tour pour franchir la porte, mais là, le malheur l'attendait. Le territoire de l'institut était assez vaste et possédait son propre petit terrain vague. Il s'est avéré que la direction a toujours manqué de fonds pour construire une clôture correcte et complète de l'autre côté du terrain. C'était tout simplement impossible pour cette raison. De temps en temps, des chiens errants se faufilaient sur le terrain et il était très difficile de se cacher d'eux dans la cour. L'ensemble de l'institut se composait de l'établissement d'enseignement lui-même, du dortoir et d'un petit parc pour les promenades. Le reste du territoire était occupé par des arbres, parmi lesquels ces mêmes chiens se promenaient l'après-midi, lorsqu'il n'y avait pas grand monde. Plus tard, lorsqu'il y avait peu de monde, ces mêmes chiens devenaient plus audacieux. Ils s'installaient derrière la clôture près de la porte, comme s'ils attendaient quelqu'un pour attaquer. Habituellement, les chiens errants n'adoptent pas ce genre de comportement, car ils savent qu'ils sont entrés sur le territoire d'autrui. Mais cette fois-ci, tout semble être délibérément contre Léa. 2 chiens de taille moyenne ont commencé à aboyer après elle, puis se sont approchés d'elle. À ce moment-là, elle était déjà entrée dans le territoire et lorsqu'elle a entendu les aboiements forts des 2 chiens, elle s'est immédiatement dirigée vers la chambre, en espérant que quelqu'un serait dehors ou assis sur un banc et l'aiderait. Et elle a eu de la chance. Alors qu'elle s'approchait de la chambre, un jeune homme en est sorti, une veste sur les épaules, une cigarette à la bouche et un briquet à la main, et pour une raison inconnue, il regardait autour de lui. Il cherchait un groupe de gars avec qui s'approcher et fumer, mais il n'y avait personne, et la seule chose qu'il a remarquée, c'est l'aboiement des chiens. Au début, il n'y a pas prêté attention, mais lorsqu'il s'est rendu compte que les aboiements se rapprochaient, il l'a immédiatement remarqué et a couru dans cette direction. Lorsqu'il a atteint le chemin qui menait directement à la sortie de l'établissement, il a vu une jeune fille qui courait à toute vitesse, poursuivie par 2 animaux. Le jeune homme, qui s'appelait Francisco Vidal, a couru vers elle et, lorsqu'ils se sont croisés, il ne s'est pas arrêté, mais a continué à courir vers les chiens, qui ont été surpris par son mouvement inattendu. En s'approchant, il a commencé à balancer ses jambes, effrayant les animaux, qui se sont enfuis en regardant derrière eux, effrayés. « Regardez-moi ça », a-t-il dit en regardant les chiens qui s'approchaient en courant, « quand est-ce qu'ils vont réparer cette chose ?» Puis il se tourna vers la jeune fille, qui s'était arrêtée et reprenait son souffle, et s'approcha d'elle. « Mademoiselle, vous allez bien ? J'ai chassé les chiens. Ils vous ont mordu ? Oui, merci, répondez-vous, lentement, entre 2 respirations. Je vais bien. Ils n'ont pas eu le temps de me mordre, ces satanés chiens. Je vais en parler tout de suite à Madame Montero. Qu'ils règlent ça avec toute leur gestion. Je me fiche du peu d'argent qu'ils ont. Je rêverai moi-même de cette clôture. Donnez-moi juste le matériel. Il n'a pas prêté attention à Oléa et s'est dirigé vers sa chambre pour discuter sérieusement avec le concierge qui l'attendait. Oléa s'écrie, « Qu'est-ce que Madame Montero vient faire là-dedans ? Elle n'est que la gardienne, elle ne décide de rien, elle peut s'adresser au recteur. » Ce dernier a répondu en criant, « Alors, faites-lui savoir combien de temps elle peut rester en place. Qu'elle sache donc combien de temps elle peut tenir. » Ceci, ainsi que la communication entre Oléa Saavedra et Francisco Vidal, a fait qu'ils ont commencé à se saluer lorsqu'ils se croisaient dans la rue. Ils ont donc commencé à parler et, au bout d'un moment, ils ont annoncé à tout le monde qu'ils avaient l'intention de sortir ensemble. Lors d'une de leurs premières rencontres, Oléa plaisante et lui demande comment il imagine sa vie idéale. Il a répondu, presque sans hésitation, « Ma vie idéale, c'est quand je ne fais rien et que l'argent tombe dans ma poche. » Oléa a beaucoup ri à ce moment-là, considérant qu'il s'agissait d'une réponse humoristique à une question ludique. Cependant, la réalité de la vie conjugale a montré que c'était ce à quoi il aspirait vraiment, s'asseoir, boire une bière devant la télévision. C'était tout ce dont une vie avait besoin, simple et sans complications, sans amélioration personnelle supplémentaire ni passe-temps, sans intérêt ni divertissement occasionnel. Pancho n'avait besoin de rien d'autre que de la routine habituelle d'un homme après son travail quotidien. Lorsque Pancho était en voyage d'affaires dans la capitale, Oléa était nerveuse. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire, sachant qu'elle découvrirait bientôt l'une des 2 possibilités suivantes. Pancho était heureux à cause d'une tournure aléatoire des événements ou d'une expérience personnelle, et partait en voyage d'affaires juste pour faire une pause dans la vie familiale quotidienne, ou bien il avait trouvé une autre femme dans sa vie avec laquelle il semblait s'attacher beaucoup plus qu'avec sa propre femme. La situation s'aggrave. Elle était d'autant plus compliquée que Pancho ne répondait pas au téléphone et ne s'appelait pas lui-même, ce qui était également alarmant. Les jours passèrent et il rentra enfin chez lui.
Son humeur était aussi joyeuse qu'avant son départ. Mais d'autres détails sont apparus, que l'on pouvait d'abord ignorer. Il y avait une étincelle dans ses yeux. Il n'était pas seulement joyeux et heureux, il était vraiment heureux. C'est comme si j'avais toujours cherché une étincelle dans ses yeux, et que cette même étincelle avait disparu des yeux de Pablo Saavedra, le père d'Oléa, lorsqu'il a été licencié de l'usine de tracteurs. La seule différence, c'est que son père, alcoolique, n'a pu trouver une étincelle similaire dans rien d'autre et n'a pas pu retrouver le bonheur, alors que Francisco l'a retrouvé. Et c'est tout ce qui intéressait Oléa. Elle ne le dit pas à haute voix, elle en tire ses propres conclusions. Il ne restait plus qu'à récupérer discrètement les appareils d'écoute dans la valise et la veste de Pancho, suspendue dans le couloir. En ouvrant la valise, il essaya immédiatement de se faire une idée du comportement dans l'obscurité. En utilisant la fermeture éclair où ils avaient placé le premier dispositif d'écoute, ils ont trouvé le compartiment, l'ont ouvert avec une fermeture éclair et une main délicate. Une femme s'est glissée à l'intérieur. Je l'ai eu, pensa-t-il. Oléa retira immédiatement le premier dispositif d'écoute, referma le boîtier et le remit à sa place. Il ne restait plus qu'à récupérer le dispositif d'écoute de la veste suspendue dans le couloir, ce qui était encore plus simple. Les deux petits appareils radio étaient maintenant dans les mains d'Oléa, et elle était prête à courir chez sa mère au milieu de la nuit sans problème. Cependant, il avait déjà dit à Madame Saavedra qu'il pourrait venir dans la soirée, et sa mère le savait. Elle décrocha le téléphone de sa chambre et regarda l'heure. L'aiguille des heures approchait de 1h du matin, et la jeune fille était maintenant confrontée à la décision de tout écouter elle-même, sans déranger sa mère, ou de courir le risque de la réveiller si elle n'était pas déjà endormie et d'aller l'écouter là et de décider de courir le risque. « Entrons », dit Madame Saavedra à voix basse car l'insonorisation du couloir froid n'était pas vraiment des plus bruyantes. Il était presque 1h30 du matin, sa mère ne dormait pas et attendait que sa fille l'appelle et celle-ci arriva avec toutes les preuves tangibles maintenant qu'elle était sur le point de commencer le spectacle du 1er siècle. « Vérifie qu'il fonctionne vraiment », dit la femme en allumant la bouilloire pendant qu'Oléa s'asseyait à la table de la cuisine et posait les deux appareils dessus. « Ça marche maman répondit-elle. Regarde la LED clignote ici c'est vert alors d'accord, tu te souviens. Comment le vendeur nous a expliqué comment les entendre, il devrait y avoir des haut-parleurs, ici, je m'en souviens, répondit-il. Il a hoché la tête comme s'il venait de se souvenir de quelque chose et s'est levé précipitamment de la table. L'espace d'une seconde, il sortit dans le couloir et revint quelques secondes plus tard, le téléphone à la main. « Je vous connecte au téléphone maintenant, dit-il. Écoutons d'abord parce que je ne sais pas comment ça marche, dit la jeune fille. Madame Saavedra a regardé les appareils, puis le téléphone. Après quelques minutes passées à manipuler le téléphone, elle a finalement réussi à connecter les appareils. Eh bien, écoutons-le, dit-il en soupirant, et il appuya sur le bouton. Les appareils avaient enregistré pendant plusieurs jours au total, mais dans l'application qui fonctionnait avec eux, il était possible de sélectionner les moments les plus intéressants. L'intelligence artificielle pouvait reconnaître l'essence de la parole humaine et guider l'utilisateur sur les endroits où il devait reculer pour entendre ce qu'il voulait. « Je vous remercie, ma chère, dit la voix de Francisco entre les bruits. « Je le savais, s'exclama Madame Saavedra, je le savais, répéta T.L. Je le savais, répéta T.L. Du temps à part, calme-toi, maman, dit tristement Oléa. Son monde intérieur s'effondre et elle se rend compte que sa mère avait raison depuis le début. Réjouis-toi, non pas à cause d'un changement en toi et encore moins à cause d'un voyage d'affaires, mais à cause de ton mystérieux amant, pour lequel il a quitté sa femme. Bon, chérie, je m'en vais, appelle-moi quand tu as besoin de moi, mais pour l'instant, profite de la bière la plus chère et du match de football le plus intéressant. Voici la voix de ton amant. Oléa pensa à acheter un appareil photo pour voir à quoi ressemblait cette malheureuse, mais ses nerfs n'en pouvaient plus. Il décroche le téléphone et arrête l'enregistrement. Fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame Saavedra regarde sa fille déconcertée. Ne t'inquiète pas, Oléa, ce n'est qu'un salaud, mais toi, tu es la meilleure pour moi. Je vais l'appeler et tout lui dire, dit Eulalia en composant le numéro de son mari. Le temps passa et elle vivait seule dans l'appartement que Francisco lui avait donné. Elle avait son appartement, mais maintenant c'était le sien parce que la famille s'était décomposée et qu'il n'y avait plus de famille pour Pancho. Il n'aimait pas sa femme parce qu'elle était si heureuse quand il partait en voyage d'affaires. C'est bien simple, depuis sa première rencontre avec sa future femme, Oléa, lorsqu'elle lui a demandé quel était son idéal de vie et qu'il lui a répondu que la meilleure vie, c'est quand l'argent rentre tout seul dans votre poche. Rien n'a changé lors de son premier voyage d'affaires,
au cours duquel il a rencontré la propriétaire de l'hôtel où il séjournait. Il se trouve qu'elle est arrivée le jour même, les détails de leur rencontre sont inconnus, mais ils sont tous deux satisfaits de leur première nuit ensemble. Par la suite, la propriétaire de l'hôtel a commencé à harceler Pancho de toutes les manières possibles, elle était seule, pas du tout âgée et assez séduisante. Elle ne se rendait pas compte qu'il la trompait. Plus tard, elle l'a quitté lorsqu'elle a découvert le genre de vaurien qu'il était et a essayé de retourner avec Eulalia, mais Eulalia ne lui a pas pardonné, n'a pas pardonné la trahison. La deuxième fois, Pancho n'avait pas de véritable voyage d'affaires, il avait l'impression qu'il pouvait rester assis et ne rien faire tout en étant totalement soutenu par sa riche maîtresse. Il a simplement quitté son emploi, elle l'a vraiment apprécié. Il s'est occupé de tout, lui a attribué une chambre dans son hôtel, lui a acheté de la bière et de la nourriture, divers souvenirs, etc. Elle a même voulu rentrer chez elle avec lui, mais il a menti en disant qu'il vivait avec une mère malade. Il est tombé amoureux de l'ascenseur, s'est rapidement habitué à la belle vie et a décidé de risquer tout ce qu'il avait, mais il a perdu.